En se regardant dans le miroir et en examinant la couche persistante de tissu adipeux dans la région abdominale, de nombreuses personnes éprouvent un sentiment de frustration qui dépasse le simple aspect esthétique. Après des semaines, des mois, voire des années d'exercice physique, de restrictions caloriques strictes et d'élimination systématique des glucides raffinés de l'alimentation, la graisse viscérale semble résister avec une ténacité presque inébranlable. Le malaise émotionnel résultant de cette perception ne se limite pas à une insatisfaction à l'égard de l'apparence, mais prend les contours d'une trahison corporelle, comme si l'organisme opérait en désaccord avec les efforts conscients entrepris. Il est cependant essentiel de comprendre que cette résistance ne reflète pas un défaut de caractère, de discipline ou de volonté. Le problème ne réside pas dans l'incapacité d'un individu à persister, mais plutôt dans les mécanismes biochimiques complexes qui régulent le stockage et la libération de l'énergie. Le tissu adipeux accumulé dans la région abdominale n'est pas un simple dépôt inerte de calories excédentaires, attendant passivement d'être métabolisé lors des activités physiques. Il s'agit en réalité d'un organe endocrinien actif, avec de profondes implications pour la santé métabolique. La graisse viscérale, qui entoure les organes vitaux tels que le foie, le pancréas et les intestins, se comporte de manière similaire à un parasite interne, libérant en permanence des cytokines pro-inflammatoires. Ces substances, comparables aux déchets toxiques en circulation, augmentent significativement le risque de développer un diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et des troubles métaboliques. La présence de ce type de graisse ne représente pas un problème esthétique, mais plutôt une menace silencieuse pour l'homéostasie de l'organisme, susceptible de compromettre la santé à long terme. Le véritable antagoniste dans ce scénario est l'insuline, une hormone dont la fonction principale est de réguler l'absorption du glucose par les cellules. Chaque prise alimentaire, même considérée comme saine, déclenche une augmentation des niveaux circulants. Lorsque l'insuline atteint des concentrations élevées, elle agit comme une barrière biochimique empêchant la mobilisation des lipides stockés. Dans ce contexte, quelle que soit l'intensité des exercices physiques pratiqués, brûler les graisses devient irréalisable tant que les niveaux de cette hormone restent élevés. L'alimentation contemporaine, caractérisée par la consommation fréquente de nourriture en petites portions tout au long de la journée, perpétue un état d'hyperinsulinémie chronique. La croyance selon laquelle le métabolisme doit être constamment stimulé par des repas réguliers empêche le corps de passer à un état de cétose ou de lipolyse, processus dans lesquels la graisse corporelle est utilisée comme principale source d'énergie. Au lieu de permettre à l'organisme d'épuiser ses réserves hépatiques de glycogène, une alimentation constante maintient l'organisme dans un cycle de dépendance aux glucides, rendant impossible l'accès aux réserves lipidiques. Il existe cependant un mécanisme évolutif intrinsèque à l'humain, capable d'inverser cette situation. Il s'agit d'un interrupteur métabolique, présent dans le code génétique de chaque individu, qui peut être activé grâce à des stratégies spécifiques. Ce mécanisme, développé au fil des millénaires pour assurer la survie en période de pénurie alimentaire, ne nécessite ni intervention exogène ni protocoles expérimentaux. Il est déjà intégré à la physiologie humaine, n'attendant que les bonnes conditions soient activées. La clé du succès ne réside cependant pas dans le choix des aliments à consommer, mais dans la manière dont est gérée la période de jeûne, notamment entre la 16e et la 24e heure. C'est à ce moment que se produisent les changements les plus importants dans le métabolisme. Pour bien comprendre ce processus, il est nécessaire d'analyser les changements physiologiques qui se produisent à partir du moment où la prise alimentaire est arrêtée. Les premières étapes du jeûne peuvent être difficiles. Au cours des 12 premières heures, il est courant de ressentir des symptômes tels que maux de tête, fatigue et irritabilité. Ces manifestations n'indiquent pas un dysfonctionnement organique, mais plutôt une réponse adaptative de l'organisme au changement brutal de ses habitudes alimentaires habituelles. La gréline, l'hormone responsable de la sensation de faim, est libérée par vagues, selon un rythme conditionné par les habitudes alimentaires antérieures. Si, par exemple, le petit déjeuner est invariablement pris à 8 heures du matin, le corps continuera à signaler le besoin de nourriture à ce moment-là, même en l'absence d'apport calorique. Il est crucial de reconnaître que ces vagues de faim ne représentent pas une urgence physiologique, mais plutôt un conditionnement comportemental. Tout comme les chiens de Pavlov salivaient au son d'une cloche, le corps humain émet des signaux de faim basés sur des associations temporelles établies au fil du temps. Ces pics de gréline sont cependant transitoires et se dissipent en 20 minutes environ.
La faim ne doit donc pas être interprétée comme un ordre indiscutable, mais plutôt comme une alerte pouvant être gérée grâce à des stratégies cognitives. Pour illustrer le fonctionnement du métabolisme énergétique pendant le jeûne, nous pouvons utiliser une analogie domestique. L'organisme humain fonctionne comme une cuisine équipée de 2 compartiments de rangement, un réfrigérateur et un congélateur. Le réfrigérateur représente les réserves de glycogène, situées dans le foie et les muscles, qui fournissent de l'énergie de manière immédiate et accessible. Le congélateur, quant à lui, symbolise le tissu adipeux, une réserve énergétique plus difficile à mobiliser, mais nettement plus importante. Tant que le réfrigérateur sera rempli, le corps ne sera pas incité à se tourner vers le congélateur. Chaque repas ou collation consommée reconstitue les réserves de glycogène, maintenant l'organisme dans un état de dépendance à cette source d'énergie. La graisse corporelle, dans ce scénario, reste inaccessible, comme un aliment oublié au fond du congélateur. Des études montrent qu'entre 10 et 12 heures de jeûne sont nécessaires pour épuiser les réserves hépatiques de glycogène, un processus appelé transition métabolique. Avant ce point critique, le corps ne brûle pas les graisses, mais métabolise les nutriments du dernier repas. Ce n'est qu'après l'épuisement du glycogène que le corps est obligé de puiser de l'énergie dans les réserves lipidiques. Ce moment, où le corps accède enfin au congélateur, marque le début d'une combustion efficace des graisses. Malheureusement, la plupart des gens interrompent leur jeûne avant d'atteindre ce stade, souvent sans s'en rendre compte, en consommant une petite collation ou une boisson riche en calories. À partir de la 12e heure, un changement significatif du statut métabolique est observé. Le brouillard mental se dissipe, l'irritabilité diminue et la glycémie se stabilise, traduisant la fin des fluctuations brusques résultant d'une prise alimentaire fréquente. Mais c'est entre la 16e et la 24e heure que se produisent les transformations les plus profondes. Dans cet intervalle, connu sous le nom de « fenêtre magique », l'organisme fonctionne dans un état optimisé, aligné sur les principes évolutifs qui ont façonné la physiologie humaine. Durant cette période, un renversement hormonal crucial se produit. Les niveaux d'insuline atteignent leur point le plus bas, tandis que les hormones contre-régulatrices, telles que le glucagon et la noradrénaline, augmentent. Ce changement peut être comparé à une bascule dans laquelle la chute d'un élément fait monter l'autre. La noradrénaline, en particulier, joue un rôle fondamental dans ce processus, conférant à l'individu une sensation d'énergie et de vigilance caractéristique des états de pénurie alimentaire. Cette réponse physiologique n'est pas un simple effet secondaire, mais plutôt une adaptation évolutive développée pour augmenter les chances de survie. Nos ancêtres ne succombaient pas à la faim face au manque de nourriture, au contraire, ils sont devenus plus agiles, perspicaces et résilients, caractéristiques essentielles pour la recherche de nouvelles sources de nutrition. L'activation de ce mécanisme ne représente donc pas un état de privation, mais plutôt une optimisation des capacités corporelles. Cette sensation de concentration et d'énergie accrue rapportée par beaucoup pendant le jeûne n'est pas une contradiction, mais plutôt une manifestation précise de la biologie humaine. L'organisme n'entre pas dans un état d'inertie, au contraire, il active des mécanismes d'optimisation fonctionnelle. Dans ce contexte, les cellules adipeuses libèrent enfin leur contenu énergétique grâce à l'action de l'enzyme lipase sensible aux hormones, HSL, dont la fonction peut être comparée à un interrupteur moléculaire spécifique. Alors que l'insuline agit comme un blocage métabolique, la réduction de ces niveaux déclenche l'activation du HSL, qui favorise la dégradation des triglycérides stockés, les convertissant en acides gras libres pouvant être utilisés comme carburant. La conception populaire selon laquelle le métabolisme ralentit en cas de privation de nourriture s'avère erronée lorsqu'on la confronte aux données scientifiques. Des études montrent que, dans les premiers jours de jeûne, le taux métabolique peut augmenter jusqu'à 14%, un phénomène expliqué par le besoin évolutif de maintenir des niveaux d'énergie élevés pour rechercher de la nourriture. Le corps ne se comporte pas comme une batterie en train de mourir, mais plutôt comme un système qui passe en mode haute efficacité. Dans ce processus, la graisse viscérale plus active métaboliquement et sensible aux signaux hormonaux devient la première source d'énergie mobilisée, donnant la priorité à la réduction du tissu adipeux inflammatoire qui entoure les organes. Dans le même temps, le cerveau connaît une transformation de son métabolisme énergétique. Le foie commence à produire des corps cétoniques, des molécules dérivées de l'oxydation des graisses qui fonctionnent comme un carburant alternatif très efficace.
Cette transition de la dépendance au glucose au cétone est souvent décrite comme une augmentation de la clarté mentale car le cerveau fonctionne avec une source d'énergie plus stable et moins inflammatoire. Il reste cependant une crainte commune qui empêche l'adoption de cette pratique, la crainte que le jeûne entraîne une perte musculaire. Une telle préoccupation, bien que compréhensible, manque de fondement biologique. Pendant le jeûne, on observe une augmentation significative de la sécrétion d'hormones de croissance, HGH, dont les niveaux peuvent augmenter jusqu'à 2000% chez l'homme et 1300% chez la femme. Cette réponse hormonale agit comme un mécanisme de protection des tissus, demandant à l'organisme de préserver la masse musculaire tout en privilégiant l'utilisation des graisses comme source d'énergie. D'un point de vue évolutif, il serait contre-productif pour le corps de dégrader le tissu musculaire à un moment où il faut force et agilité pour obtenir de la nourriture. En plus des bienfaits métaboliques, le jeûne déclenche un processus cellulaire appelé autophagie, découvert par le scientifique Yoshinori Ohsumi, lauréat du prix Nobel en 2016. Ce mécanisme agit comme un système de recyclage intracellulaire, éliminant les protéines endommagées, les organites dysfonctionnels et autres déchets accumulés. Lorsque la prise alimentaire est interrompue, les cellules entrent dans un état de maintenance, favorisant le renouvellement de leurs composants et contribuant à la prévention du vieillissement prématuré. Des études suggèrent que l'autophagie peut même contribuer à réduire le relâchement cutané, puisque l'organisme est capable de réabsorber les structures protéiques inutiles, y compris celles présentes en excès dans la peau. Un autre mythe largement répandu fait référence au soi-disant « mode famine », selon lequel la privation de nourriture amènerait l'organisme à retenir les graisses et à réduire la dépense énergétique. Cette conception confond deux phénomènes distincts, le jeûne intermittent et la restriction calorique chronique. Alors que le second entraîne une adaptation métabolique et une réduction de la dépense énergétique, le jeûne opère par des fluctuations hormonales, empêchant l'organisme de s'adapter à un état de privation prolongée. L'alternance entre périodes de repas et de jeûne maintient la flexibilité métabolique, évitant ainsi la stagnation associée au régime restrictif continu. Cependant, la compréhension de ces mécanismes ne serait pas suffisante sans l'application pratique de ces connaissances. Le véritable défi consiste à intégrer le jeûne comme élément permanent de votre mode de vie, sans impliquer de sacrifices excessifs ni un sentiment de privation. L'objectif ne doit pas se limiter à des plages horaires spécifiques ou à des défis à court terme, mais plutôt à atteindre une flexibilité métabolique durable, la capacité de basculer entre différentes sources d'énergie en fonction de la disponibilité, sans dépendre de repas fréquents. Cette adaptabilité confère une résilience physiologique et une liberté face aux impositions d'horaires alimentaires rigides. La perspective d'une décennie à venir révèle un scénario dans lequel l'individu ne se retrouve pas otage des heures de repas, ni ne ressent la panique en l'absence de nourriture. L'énergie reste stable, la clarté mentale persiste et le corps reflète un état d'équilibre, exempt d'inflammation chronique. En fin de compte, il s'agit de rétablir la confiance dans la capacité du corps à s'autoréguler. La première étape nécessite toutefois une approche progressive et consciente, en évitant les extrêmes qui pourraient compromettre l'adhésion à long terme. Il ne s'agit pas d'imposer au corps un jeûne de 24 heures dès le début. La transition doit être progressive, en respectant les limites physiologiques et psychologiques de l'individu, sans recourir à des privations inutiles. Cela commence donc par un intervalle de 12 heures, période qui coïncide largement avec le cycle naturel du sommeil. Par la suite, elle s'étend jusqu'à 14 heures, puis jusqu'à 16 heures, toujours avec prudence pour ne pas compromettre le bien-être. Durant ce processus, l'hydratation doit être maintenue de manière simple et objective, café pur, thé sans édulcorant ni eau. Tout ajout de substances comme du miel dans de l'eau citronnée ou du café enrichi en graisse interrompt l'état de jeûne, déclenchant des pics d'insuline et annulant les bénéfices métaboliques souhaités. Il est essentiel de comprendre que la logique qui sous-tend cette pratique ne s'aligne pas sur la notion conventionnelle de modération, mais plutôt sur l'alternance entre périodes d'abondance et de pénurie, rythme ancestral auquel l'organisme humain est biologiquement adapté. La fluctuation entre l'augmentation et la diminution des niveaux d'insuline constitue le mécanisme naturel qui préserve la composition corporelle, l'acuité cognitive et la santé métabolique tout au long de la vie. Il existe cependant une erreur cruciale susceptible de compromettre complètement les bienfaits d'un jeûne de 16 heures en quelques minutes seulement, la manière dont le jeûne est interrompu.
L'ingestion d'aliments inappropriés au moment de la panne peut déclencher une réponse insulinémique brutale, interrompant les processus cellulaires tels que l'autophagie et gaspillant tous les efforts antérieurs. En ce sens, le premier repas après le jeûne revêt une importance unique et peut être considéré comme l'une des décisions nutritionnelles les plus cruciales de la semaine.